Décision de politique monétaire de la Banque centrale du Japon ce vendredi 19 décembre. Dernier choc monétaire potentiel de cette année 2025. Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Chers amis, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Fast and Forex, alors que tout est passé. La Réserve fédérale des États-Unis s'est exprimée la semaine dernière et nous avons tout débriefé dans la dernière édition du Top Gun. Les chiffres de l'emploi US, le fameux rapport NFP, sont tombés aussi en début de semaine. Alors, que reste-t-il ? Avons-nous désormais un chemin tracé pour la tendance de fin d'année ? D'un point de vue fondamental, plus de surprise, c'est fini, tout le monde en vacances. Non. Non, les amis. Car il reste au moins un événement monétaire, le dernier événement monétaire qui compte. Le dernier événement monétaire qui compte cette année. Peut-être pas aussi important que la Fed, mais qui arrive en seconde position, largement devant la Banque centrale européenne, d'ailleurs, dont désormais tout le monde se fiche à peu près. Pourquoi ? Parce que cet événement monétaire peut avoir une influence sur la finance mondiale, sur les taux d'intérêt à l'échelle du monde, et notamment sur les taux d'intérêt US et européens, et aussi sur ce dont je vous ai parlé la semaine dernière, les opérations dites de carry trade en yens. Tout ça peut ou pas déstabiliser la finance mondiale, tout dépend de la façon dont la Banque centrale du Japon de Kazuo Ueda va gérer les perspectives de sa politique monétaire, tant en matière de taux d'intérêt que de bilan. Alors oui, ce vendredi 19 décembre, au passage, petite parenthèse, je vous dis qu'il s'agit du dernier temps fort fondamental de l'année. Alors oui, c'est vrai, c'est le dernier temps fort fondamental de l'année en termes de politique monétaire. Par contre, en ce qui concerne la macro américaine, vous le savez, eh bien, le shutdown a tout bouleversé. Beaucoup de chiffres sont en retard. Certains ne seront même pas publiés. Par exemple, le saviez-vous, l'inflation CPI du mois d'octobre, terminado, jamais publiée. Elle sera jamais publiée. Par contre, ce jeudi 18 décembre, donc juste avant la BOJ, ce jeudi 18 décembre, publication de l'inflation US CPI du mois de novembre. Que faut-il attendre ? L'inflation US va-t-il se maintenir à 2,8 ? Si vous voulez, si elle se maintient entre 2,8 et 3, c'est 0,8, 1 point de pourcentage au-dessus de la cible de la Fed, c'est pas bon. Qu'est-ce qu'on peut en espérer ? Vous savez que le prochain PCE, la prochaine mise à jour de l'inflation US PCE, c'est le 29 janvier 2026. Il va falloir être patient. Mais j'ai une bonne nouvelle. Beaucoup d'indicateurs temps réel montrent qu'on peut être optimiste et que peut-être finalement nous serons plus proches de 2,5 que de 3. Voilà qui peut donner de l'air à la Fed. Alors que vous connaissez désormais les nouvelles perspectives de politique monétaire de la Fed, je vous renvoie vers mon Top Gun de lundi. Je vais vous montrer notamment ce que nous dit l'inflation temps réel PCE. Et oui, vous savez que Trueflation propose aussi une lecture temps réel de l'inflation PCE. Et là, il y a des choses positives. Alors, on parle de la BOJ, parce que c'est majeur. C'est pas vraiment la tendance du Nikkei. Le Nikkei, on s'en fiche un peu. Le marché action japonais, c'est 3-4% de la market cap du monde. C'est 3-4% de la capitalisation boursière du monde. Wall Street, c'est la moitié. C'est fini l'époque où le marché action japonais pouvait déstabiliser le monde. On n'est plus dans les années 90, 1990. Mais, par contre, les investisseurs japonais ont un gros poids à l'échelle du monde. Ils investissent à travers le monde, ils détiennent beaucoup de capitaux et d'actifs étrangers. Les taux d'intérêt du Japon ont une influence sur les taux d'intérêt pour la partie longue de la courbe des taux d'intérêt en Europe et aux US. Et des taux longs US et européens trop élevés, c'est une pression sur les États, c'est une pression sur les entreprises. Et ça peut amener derrière la Fed et la BCE à faire un mini-tue. Vous voyez, tout ça compte. D'autre part, il y a aussi les opérations de carry trade. Il y a l'opposition entre la politique budgétaire de Sanae Takahashi, la nouvelle première ministre du Japon, et la politique monétaire de Kazuo Ueda, qui dirige la Banque centrale du Japon, la BOJ, la BOJ. Tout ça compte. La dette publique japonaise, elle est massive.
massive. Massive. En pourcentage du PIB, on est sur du 220-230%. La charge de la dette est massive, beaucoup plus qu'aux États-Unis, qu'en France, qu'au Royaume-Uni, etc. Beaucoup plus. Des taux longs japonais qui montent, ça diminue la marge de manœuvre du gouvernement japonais. En plus, le nouveau gouvernement japonais veut, la nouvelle première ministre depuis octobre, veut, elle, faire de la relance budgétaire. Mais en même temps, il faut contenir l'inflation. Donc il faut que les taux remontent, mais pas trop vite. Mais quel est le taux d'intérêt neutre de la Banque centrale du Japon? Et le bilan de la BOJ, ça compte. Et le yen, le taux de change du yen. Oui, ça concerne avant tout le Japon, mais pas que. Un taux de change du yen hors de contrôle, d'ailleurs dans les deux sens. Un taux de change du yen hors de contrôle pourrait avoir vraiment des impacts, je n'irai pas jusqu'à dire systémiques à l'échelle de l'économie mondiale, mais ça peut représenter un choc. Est-ce que vraiment, d'ailleurs, est-ce qu'un choc économique japonais peut être systémique? J'ai traité le sujet, je vais en reparler, la semaine dernière dans le Fast and Forex à propos du carry trade en yen, mais ça aussi, la BOJ, en fait, il y a beaucoup d'annonces attendues ce 19 décembre. Donc d'ailleurs, je vous donne le plan, puisque là, je blablate trop. Donc première partie, un point rapide sur l'inflation US CPI qui tombe quand même le jeudi 18 décembre, on va en dire un mot. Deuxième partie, quelles sont les attentes quant à la décision de politique monétaire de la BOJ ce vendredi 19? Les taux devraient remonter à 0,75. Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est pas assez? Ensuite, troisième partie, ce qui va vraiment compter ce 19 décembre. Je vais vous lister tout ce qui va compter, notamment ce sont les perspectives de politique monétaire de la BOJ en 2026. La vitesse de remontée des taux, l'évolution du bilan, la gestion du taux de change, tout ça, je vais vous expliquer. Quatrième partie, à nouveau, un point sur le carry trade. Y a-t-il vraiment une menace systémique ou une menace importante à l'échelle du monde, alors que vous avez vu la dynamique de décembre des taux d'intérêt obligataires du Japon? Il y a eu cette hausse verticale, d'ailleurs depuis ça a évolué bien sûr, mais il y a eu quand même une partie verticale. Bon, ça devenait inquiétant. Et cinquième partie, les indicateurs à suivre. Ce qu'il faudra suivre pour vraiment comprendre l'impact sur le marché ce 19 décembre. Et sixième partie, je ferai une conclusion sur ce rapport entre la Fed et la BOJ. Parce que ça communique, parce qu'il y a un lien, parce que ce que va décider la BOJ peut impacter ce que décidera la Fed. Notamment si la BOJ est trop restrictive. Ça pourrait amener la Fed à être plus accommodante. Pour quelle raison? Écoutez, bienvenue à la nouvelle édition du Fast and Forex. Décision de politique monétaire de la Banque centrale du Japon du vendredi 19 décembre. Dernier choc monétaire de l'année, en tout cas dernier choc, dernier grand rendez-vous monétaire de l'année. Et justement, nous allons voir ensemble ce qu'il faut pour éviter le choc. Le plan, je vous l'ai donné, il s'affiche à nouveau sous vos yeux et donc nous attaquons directement la première partie. Et la première partie, eh bien, ne concerne pas la Banque centrale du Japon. Mais je vous l'ai dit en introduction, car il demeure, alors que vous connaissez désormais les nouvelles perspectives de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis. Vous êtes au fait des chiffres de l'emploi US qui ont été publiés avec retard, le double rapport NFP du mardi 16 décembre. Eh bien, il reste devant vous, si vous regardez la vidéo avant, bien sûr, peut-être le jour même, jeudi 18 décembre, retour de l'inflation US selon le CPI. Alors certes, il ne s'agit pas de l'indice d'inflation favori de la Fed, mais tout de même, c'est important. Pourquoi novembre? Alors, déjà, première information. Exit le CPI d'octobre. Terminado. Il ne sera pas publié. Le CPI du mois d'octobre ne sera pas publié. Impossible pour la BLS qui rassemble ces données. Oui, c'est le ministère du Travail aux États-Unis qui s'occupe du CPI. Le PCE, lui, est calculé par le BEA. Ça, je vous ai déjà expliqué ça. Et le Bureau des études économiques, donc le BEA, dépend du département du commerce. Donc, ce sont deux ministères différents. Le ministère du Travail, le ministère du Commerce. En gros, aux États-Unis, on appelle ça le département. Donc, le CPI, la dernière mesure de l'inflation CPI corps connue US, c'est 3%. C'est trop. Qu'il s'agisse d'ailleurs du CPI ou du PCE, le corps, dans les deux cas, il faut davantage être proche de 2,5 que de 3. La dernière mesure connue est donc de 3. Bon. Alors, ce jeudi 18 décembre,
consensus n'est pas forcément très favorable. Ça, c'est le consensus du marché. Le problème, c'est qu'il y a vraiment un trou noir à cause du shutdown. Je vous rappelle qu'il a duré 45 jours ou 44, mais bon, a duré un mois et demi. Je vais vous montrer les indicateurs d'inflation temps réel qui, eux, laissent penser que nous serions plus proches de 2,5 que de 3. Alors que les tarifs douaniers sont en place et qu'ils sont diffusés désormais. Et l'inflation temps réel, regardez, le CPI Trueflation est à 2,5. Imaginez, sans les tarifs douaniers de Trump, cela faisait belle lurette que nous étions à la cible de la Fed. Il n'y a plus d'inflation. Elle est revenue au monde d'avant, l'inflation. Alors, pourquoi la Fed prend son temps? Parce qu'elle ne sait pas combien de temps il sera nécessaire pour absorber les tarifs douaniers, pour que la normalisation se fasse. Mais c'est quand même en soi une bonne chose d'avoir un CPI temps réel à 2,5 malgré les tarifs douaniers, et mieux que ça. Vous savez que Trueflation propose maintenant une version du PCE. C'est le PCE selon Trueflation. Et nous sommes à 2,23. Donc, les mesures d'inflation temps réel sont quand même plus proches de la cible de la Fed que des mesures à 3% qui sont encore celles officielles. Enfin, le dernier PCE est à 2,8. Tout ça, je vous livre là des perspectives plutôt peut-être favorables pour l'année prochaine. Bon, revenons à notre sujet. Ça, c'était donc une première chose dont je voulais parler, c'est quand même de Londres. Donc le sujet de la vidéo, c'est quand même le dernier rendez-vous monétaire de cette année 2025 qui compte. La Fed est passée, la BCE, personne ne regarde, et non, je plaisante, et enfin bon, c'est le statu quo maintenant, la BCE, mais la BOJ arrive en seconde position après la Fed en termes d'impact sur le marché, pour un certain nombre de raisons. Tout d'abord, que faut-il attendre de la décision de politique monétaire de ce 19 décembre? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le taux d'intérêt de la Banque centrale du Japon est resté à zéro pendant longtemps. En réalité, les taux sont écrasés au Japon depuis maintenant plusieurs décennies. Et plus proche de nous, la Banque centrale du Japon a décidé depuis 2024 de normaliser sa politique monétaire. Parce qu'à un moment ou à un autre, il faut sortir l'économie des injections permanentes et lui laisser retrouver un rythme qui soit proche de son rythme de fonctionnement seul, sans soutien de la politique monétaire, normalisation de la politique monétaire, et puis surtout parce que l'inflation a rebondi au Japon. L'inflation est désormais, il est loin le temps où, si vous voulez, l'inflation au Japon était négative ou à zéro. Désormais, elle oscille autour des 3%, selon l'inflation corps. Et que pendant longtemps, la cible de la Banque centrale du Japon, c'était de faire monter l'inflation à 2%. Désormais, même le Japon a quitté ça. Bon. Dans tous les cas, le taux directeur de la Banque centrale du Japon est donc remonté de moins 0,1 en janvier 2024, moins 0,1 en janvier 2024, à plus 0,50 en juillet 2025. Le consensus pour la décision de politique monétaire du vendredi 19 décembre est une nouvelle hausse du taux directeur de la Banque centrale du Japon à 0,75. Alors, c'est le consensus du marché, c'est aussi le consensus à une écrasante majorité sur Polymarket. Alors, les choses peuvent bien sûr changer d'ici là, mais nous nous orientons donc vers une hausse du taux d'intérêt de la Banque centrale du Japon. La question est de savoir, est-ce que finalement une remontée du taux de la Banque centrale du Japon à 0,75, est-ce que cela représente un risque pour l'économie mondiale, un risque pour les actifs internationaux, un risque pour le Japon? En réalité, pas vraiment. Le marché va se concentrer sur 7 facteurs. Et c'est ça qui peut représenter quelque chose. Premier élément, bien sûr, la décision en matière de taux, toute simple, donc de la Banque centrale du Japon. Donc sans surprise, il y aura une hausse de taux. Imaginons, s'il ne devait pas y avoir de hausse de taux, c'est vraiment que la Banque centrale perçoit un risque sur les taux d'intérêt du marché, un risque pour l'économie japonaise, un vrai risque. Le problème de ne pas relever les taux, c'est que le yen est déjà suffisamment faible.
Et un yen qui deviendrait encore plus faible augmente l'inflation importée, le coût des importations. Donc ça me paraît quand même peu probable. Mais bon, partons du principe que ce point numéro 1 est acquis. Deuxième point, on rentre dans le lourd. Ce que va regarder le marché, parce que vendredi 19 décembre, la BOJ fait comme la Fed. Elle va dévoiler ses perspectives de politique monétaire. Ce qui intéresse le marché, c'est la vitesse de remontée du taux d'intérêt de la Banque centrale du Japon en 2026. Est-ce que ça va être rapide? Le taux là va remonter à 0,75. Quel est l'objectif pour l'année prochaine? 1, 1,25, 1,50. Certains vont même jusqu'à voir 2. 2, ce sera agressif. En réalité, il y a un débat actuellement au sein des économistes de la Banque centrale du Japon, au sein même de la Banque centrale du Japon, de savoir quel est le taux d'intérêt qui est neutre au Japon. Certains le mettent à 2, d'autres à 1,5, entre 1,5 et 2, c'est-à-dire neutre pour l'économie. Un taux d'intérêt de banque centrale neutre, il est ni restrictif, ni accommodant. Là, les taux au Japon restent accommodants. Il n'y a pas de sujet. Donc ça, c'est la première chose que va regarder le marché. Pour éviter un choc pour la finance mondiale, il faut une remontée des taux, une vitesse de remontée des taux pas trop importante. Pour que l'économie ait le temps de s'habituer, donc il va falloir les espacer, et il faut que la Banque centrale du Japon se mette enfin d'accord et puisse fixer une fourchette cible de taux neutre. Si la vitesse devait être trop élevée, si le taux neutre fixé par la BOJ devait être plus proche de 2 que de 1,5, là oui, il pourrait y avoir un choc, en tout cas des dégâts importants, une pression baissière sur les actifs internationaux. Quatrième point que le marché va regarder ce vendredi 19 décembre, vous êtes toujours avec moi j'espère, si ça vous intéresse quand même. La BOJ, si ça ne vous intéresse pas, vous avez tort. Parce que ça impacte la finance mondiale. Et vous allez voir que ça impacte les taux européens aussi. Et ça, les taux européens, ça nous impacte directement. Ça impacte vos obligations, ça impacte vos actions. Je vais vous expliquer dans la suite de la vidéo pourquoi. Deuxième facteur, bien sûr, le bilan de la Banque centrale du Japon. Alors, au passage, je vous remonte donc. Le bilan de la Banque centrale du Japon a commencé gentiment à se normaliser. Attention, regardez un peu tous les actifs. Vous avez le bilan de la Banque centrale du Japon. Donc, en noir, vous avez les taux obligataires du Japon. En orange, la valeur du yen. Donc vous voyez d'ailleurs que malgré la remontée des taux obligataires du Japon, le 2 ans japonais, le 10 ans japonais, le 20 ans japonais, on est très loin des taux zéro. Maintenant, même le 20 ans japonais, il est à 3%. C'est énorme. Je vais vous expliquer pourquoi ça peut avoir un impact sur la finance mondiale. C'est énorme. Le bilan, lui, de la BOJ, commence gentiment à baisser. Oui, la Banque centrale du Japon mène actuellement un programme de quantitative tightening. Elle mène comme la Fed, rappelez-vous, la Fed a arrêté son QT 1er décembre. Depuis plusieurs mois, la BOJ mène un QT. Attention, elle achète encore des actifs. C'est un QT en mode tapering, si vous voulez, ralentissement des achats d'actifs. Mais au final, le bilan baisse un peu. Mais il ne faut pas que ce bilan baisse trop vite. Ça peut représenter un choc de liquidité. À la fois pour les entreprises japonaises, pour la valeur des taux d'intérêt du Japon, et de manière générale, le taux de change du yen aussi. Donc, ce que va regarder le marché, en gros, le marché souhaiterait que la BOJ fasse plus ou moins comme la Fed, stoppe son QT ou ralentisse son QT. Donc concrètement, ce vendredi 19 décembre est important parce que est important concernant donc la vitesse de remontée des taux, les perspectives de taux d'intérêt de taux neutre l'année prochaine, le bilan de la BOJ. Va-t-elle stopper son QT? Bien sûr, la question des anticipations d'inflation et la question du taux de change. La question du taux de change. Alors, je vais vous expliquer pourquoi tous ces facteurs comptent. Les anticipations d'inflation, c'est majeur, parce que c'est sur ça. Si récemment, la BOJ avait plutôt exprimé sa confiance quant à sa capacité à ramener l'inflation au Japon à 2%, l'inflation sous-jacente. Là, elle est quand même plus proche de 3. La valeur du yen, c'est aussi majeur pour justement l'inflation au Japon, mais aussi pour la capacité des entreprises japonaises à exporter, alors que certes un accord commercial a été trouvé entre les États-Unis et le Japon, mais il y a quand même des droits de douane de 15%, donc il ne faut pas non plus une monnaie trop forte, mais une monnaie trop faible, ça renchérit l'inflation, ça augmente l'inflation importée, mais une monnaie qui exploserait à la hausse, il y aurait un débouclage massif de toutes les opérations de carry trade en yens, et ça pèse encore énormément, donc c'est un casse-tête, c'est cornélien.
un dilemme cornélien pour la BOJ. Donc vous voyez que pour éviter un choc ce 19 décembre, elle est sur la corde raide de la BOJ. Il faut remonter les taux pour contenir l'inflation, mais pas trop vite. Il faut diminuer le bilan du BOJ, il faut diminuer le bilan pour normaliser la politique monétaire, mais pas trop vite non plus, pour pas que les taux d'intérêt du marché explosent. Donc, quelle est la priorité de la BOJ? Le choc, le vrai risque, c'est que la Banque centrale du Japon de Kazuo Ueda fasse un focus sur l'inflation. Vraiment serre la vis. Tant en matière de vitesse de remontée des taux qu'en matière de baisse du bilan. Et là, je vous garantis qu'on ne va pas passer une belle fin d'année en bourse. On verra. C'est pas probable, mais en tout cas, c'est un rendez-vous monétaire important. Rendez-vous monétaire d'autant plus important que, ça je vous en parlais la semaine dernière, il reste grosso modo 200 milliards de dollars de positions de carry trade ouvertes. D'accord. Ces positions de carry trade ouvertes sont donc des prêts qui ont été faits en yens et l'argent a été investi dans les actifs internationaux. Le problème, c'est qu'à un moment ou à un autre, le prêt, il faut le rembourser. Si le yen devait exploser à la hausse, pour l'instant, le yen, ce n'est pas le cas. Vous avez en orange le yen index, malgré la remontée des taux en rouge de la Banque centrale, des taux du marché en noir, malgré la baisse du bilan de la BOJ, qui est une toute petite baisse rapportée à son augmentation des 20 dernières années, le yen se maintient tout en bas. Si le yen se mettait à exploser à la hausse, tous les crédits qui ont été faits en yens dans le cadre des opérations carry trade ces 3-4 dernières années, et qui restent encore ouverts, on parle de 200 milliards de dollars. En face, qu'est-ce qu'on fait? On veut rembourser le crédit avant que le yen explose, parce que si le yen monte, ça augmente le coût du crédit à rembourser. Vendre des actifs internationaux, et là, ça peut représenter une pression sur la finance mondiale. Mais comme je vous l'expliquais la semaine dernière dans ma vidéo Carry Trade, comme cet argent investi a été sur toutes les classes d'actifs du monde, dans tous les pays du monde, c'est lissé. Donc ça peut être une pression, mais c'est pas non plus un choc. Donc peut-on éviter le choc monétaire avec la BOJ ce 19 décembre? Oui. Quels sont les indicateurs que le marché va regarder? Bien sûr, premier indicateur, le comportement, l'évolution des taux obligataires du Japon. Là, c'est majeur. Pourquoi? Les taux obligataires du Japon s'envolent, se sont envolés, je vous les ai montrés en noir. Premier défi, la dette publique au Japon. 237% du PIB. La nouvelle première ministre du Japon, Sanae Takeshi, depuis octobre 2025, elle mène une politique budgétaire de relance. Elle fait de la dette. Elle fait de la dette. Et il y a la dette ancienne qui court, qui est impactée par la remontée des taux du marché. Donc, il faut absolument que le coût de cette dette et de cette nouvelle dette reste sous contrôle. D'autre part, si les taux du marché explosent à la hausse encore davantage, déjà qu'il n'y a quasiment plus de nouvelles opérations de carry trade, ça va tomber à zéro. Et sans compter que si ça monte trop vite, si les taux continuent d'augmenter, le yen finira par monter. Si le yen monte, c'est les 200 milliards de carry trade encore ouverts qui seront débouclés. Concrètement, je vous résume la situation de cette vidéo en une phrase. Peut-on éviter le choc monétaire de fin d'année à cause de la BOJ? Oui, si suite à la BOJ, les taux du marché japonais retombent. Donc, regardez les taux du Japon. Regardez le 10 ans japonais, l'US 10Y. Deuxième indicateur à regarder, bien sûr, la valeur du yen. Et troisième, le Nikkei. Donc, les taux du Japon en particulier, donc le 10 ans japonais, ce sera pour moi le baromètre majeur, les taux longs japonais. Bien sûr, le Nikkei. Alors, je vous montre quand même le Nikkei. Le Nikkei, c'est quand même incroyable, sa valeur. Tôt ou tard, il va rentrer en range ou retracer. Alors, est-ce qu'une chute du Nikkei sur des niveaux si élevés, bien au-delà de la bulle spéculative des années 90, peut représenter un risque pour la finance mondiale? Non, c'est très différent. Désormais, le Japon, c'est 3-4% de la capitalisation boursière mondiale. Wall Street, c'est la moitié, c'est 45%. Donc on en est quand même très loin. Par contre, vous avez là sous les yeux le yen index, l'indice devise du Japon, qui lui est tout en bas. Et là, oui, c'est à suivre.
Donc pour moi, le Nikkei, on s'en fiche un peu. Dans les baromètres à suivre ce 19 décembre, je vous donne le Yen Index. Sur TradingView, c'est JXY. Si ça explose à la hausse, ça va vraiment mettre la pression sur la finance mondiale, sur le marché action européen, le marché action US. Et les taux longs japonais. Donc, si tout va bien, que la BOJ dévoile des perspectives de politique monétaire sous contrôle, et notamment, elle fait attention à la réduction de son bilan et elle ne remonte pas ses taux trop vite, il n'y aura pas de choc haussier sur le yen, les taux obligataires peuvent rebaisser un peu, et là, tout ira bien pour la fin d'année. Donc pour résumer, surveillez l'USDCY, JPDCY, pardon, c'est JPDCY, le code mnémonique du taux long japonais, JPDCY, et le yen index JXY. Et alors en guise de conclusion, d'après vous, pourquoi la remontée des taux d'intérêt du Japon peut représenter un choc pour le marché obligataire américain et le marché obligataire européen? C'est là, pour moi, c'est central. Et donc je conclus là-dessus. Pourquoi, d'après vous? Pourquoi? Quel rapport entre la remontée Alors, le rapport, il est là. Les investisseurs japonais investissent dans le monde entier. C'est connu. Ils détiennent de la dette à travers le monde. Ils sont riches, les Japonais. Ils ont beaucoup d'épargne. Ils détiennent des actifs financiers à travers le monde. Et pendant longtemps, parce que les taux étaient à zéro chez eux. Donc ils allaient chercher du rendement à l'étranger. Mais là, avec la remontée des taux au Japon, les rendements japonais deviennent à nouveau intéressants. Donc si les taux longs japonais remontent trop, eh bien, ils vont rapatrier leurs capitaux investis à l'étranger pour aller sur les actifs japonais. Et donc vendre leurs obligations européennes et américaines. C'est pourquoi c'est là où il y a un arbitrage, une articulation Fed BOJ. Et c'est là où il peut y avoir un choc monétaire. Donc pour résumer, surveillez les taux obligataires du marché japonais. Il faut absolument qu'ils aient cessé leur course haussière pour éviter un choc de fin d'année du fait de cette implication des investisseurs japonais sur les actifs financiers du monde. Chers amis, j'espère que cette nouvelle édition du Fast and Forex vous a plu. Merci de votre attention et bonne fin de semaine. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.